Histoire de l'église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge suite, de l'avènement d'Innocent III à Boniface VIII, 1198-1294. Chapitre 1er. Le pontificat d'Innocent III. À Célestin III, mort le 8 janvier 1198, succéda Lothaire, fils du comte Frasmundo de Cegni, qui prit le nom d'Innocent III. Théologien et canoniste expert, très pieux, il avait écrit un traité sur l'Eucharistie et un autre sur le mépris du monde. Selon lui, sacerdoce et empire devaient s'unir étroitement pour conduire la chrétienté. Mais le sacerdoce est une puissance spirituelle, l'empire une puissance matérielle. De même, disait-il, que la lune reçoit sa lumière du soleil, de même la dignité royale n'est qu'un reflet de la dignité pontificale. En formulant cette thèse, Innocent III n'innovait en rien. Mais l'originalité saisissante de son attitude est d'avoir voulu la réaliser envers et contre tous les puissants. Il trouvait l'Europe bien éloignée de son idéal de chrétienté. Des nations ennemies incapables de s'unir contre les Sarrasins, des rois en marge de la morale, des fidèles livrés aux fantaisies des sectateurs. Contre tous les révoltés, il agit avec une vigueur inouïe, sans transiger sur les principes. Innocent III et l'Empire. 1. Ainsi apportait-il dans la question romano-allemande une volonté ferme de maintenir les droits pontificaux. Ne fallait-il pas refaire l'unité de la chrétienté pour la lancer contre les infidèles ? Or, il n'y aurait de paix en Italie et en Allemagne que si les empereurs abandonnaient leur rêve de domination transalpine. Rome appartenait à une magistrature prétentieuse, sénateurs et préfets, en dépendance de l'Empire. De plus, elle était la proie des factions de la noblesse. Tout autour, les provinces de l'Église étaient aux mains des margraves allemands imposés par le défunt Henri VI. Innocent III changea rapidement cet état de choses. Il profita de la vacance de l'Empire pour se faire prêter serment par le préfet Pierre de Vico et par un nouveau sénateur qu'il plaça lui-même à la tête de la municipalité romaine. Dans le patrimoine de Saint-Pierre, c'est-à-dire dans la Sabine, la Campanie et la Maritime, il dépêcha vers les barons des envoyés qui les mirent en demeure de jurer obéissance au nouveau pape. Plus loin, dans les villes de la Marche d'Encôme, de la Romagne et de la Toscane, Innocent III se fit le chef du mouvement d'indépendance anti-germanique. En vain le sénéchal d'Empire, Markwald d'Annweiler, essaya-t-il de se maintenir et de traiter avec le pape. Il dut bientôt quitter Ravenne. De même, Conrad d'Urslingen, duc de Spolète, capitulait sous la menace des révoltés. Innocent III fit un voyage triomphal dans l'Italie centrale délivrée en 1198. Au sud, la reine veuve Constance se déclarait, au nom de son fils Frédéric, la fidèle vassale du pape et chassait les Allemands de son royaume. Vers la fin de 1198, elle mourait, laissant l'héritier de 4 ans sous la tutelle d'Innocent III, qui envoya 2 cardinaux prendre la direction des affaires. La péninsule entière redevenait italienne et papale. En Allemagne, 2 concurrents se disputaient la couronne. Le Hohenstaufen Philippe de Souabe, frère de Henri VI, et Othon de Brunswick, de la maison de Saxe. Mais, dit Innocent III, issu d'une race qui a persécuté l'Église, Philippe tournerait contre l'Église l'arme que nous lui aurions mise en main. D'ailleurs, par l'avènement du frère de Henri IV, tendrait à prévaloir la théorie d'un empire héréditaire
où la ratification papale et l'onction du sacre deviendraient pure formalité, tandis que serait assurée la continuité des mêmes ambitions césariennes. Aussi Innocent III préféra-t-il Othon de Brunswick, qui l'emporta quand son rival eut été assassiné en 1208. Mais, soudard brutal, il veut à son tour conquérir la péninsule, s'empare de l'héritage de la comtesse Mathilde, prétend s'attribuer tous les États de l'Église et même les possessions de Frédéric dans les deux Siciles. Innocent III l'excommunie et lui oppose des adversaires. En Italie, où il réveille les méfiances des villes lombardes, en Germanie, où il suscite un rival, le jeune Frédéric. Après avoir fait hommage au pape de son royaume de Sicile, celui-ci entre en Allemagne et va prendre la couronne à Mayence en 1213, en attendant que Philippe Auguste écrase définitivement Othon. Innocent III a fait craindre en effet au roi de France une alliance offensive de Jean Santerre et d'Othon. À Bouvines, c'est donc la papauté qui l'emporte avec le Capétien. Dès lors, Frédéric II devient effectivement empereur en 1216. 2. Innocent III et l'Angleterre, conflit avec Jean Santerre. Innocent III intervient partout. En Angleterre, Jean Santerre continuait la politique d'intrusion des Plantagenets. Mais moins habile que ses prédécesseurs, il s'attira à la fois les ressentiments du clergé et de la noblesse. La querelle avec l'Église s'ouvrit à la mort d'Hubert Walter, archevêque de Canterbury et chancelier du royaume. Pour le remplacer, les moines de la cathédrale élurent hâtivement leur sous-prieur Réginald. D'autre part, le roi fit nommer l'une de ses créatures, John Gray, évêque de Norwich. Innocent III cassa la double élection et fit désigner par les moines anglais se trouvant à Rome leur compatriote Étienne Langton, professeur à l'université de Paris, récemment promu au cardinalat. Mais froissé dans ses prétentions despotiques, Jean Santerre confisqua les biens de la cathédrale et chassa les moines. Bientôt, il imposait au clergé l'impôt du XIIIe, malgré les protestations de l'archevêque d'York qui l'exila. Innocent III jeta l'interdit sur l'Angleterre. Le roi y répondit en menaçant d'exil tout clerc qui tiendrait compte de la sentence. Nombre d'évêques et de prêtres passèrent sur le continent. D'autres furent jetés en prison. Le pape finit par excommunier Jean Santerre et par délier ses sujets du serment de fidélité. Il lui suscita un ennemi puissant, Philippe Auguste, qui prépara une descente en Angleterre. Apeuré, Jean Santerre fit sa soumission. Le 15 mai 1213, il remettait son royaume au Saint-Siège comme un vassal. Peu après, les barons forçaient aussi le roi à capituler. Ils lui imposèrent la Grande Charte, gage des libertés de la nation anglaise. Celle de l'Église se trouvait formulée dès le premier article. Ecclesia Anglicana liberacit et habeatura sua integra et libertates suas illoesas. À l'avenir, le pouvoir royal n'interviendrait plus dans les élections ecclésiastiques. Amendée sur plusieurs points, la Grande Charte sera confirmée au lendemain de la mort d'Innocent III par son successeur Honorius III, le 12 novembre 1216. 3. Innocent III et la France. Le divorce de Philippe Auguste. Dès 1193, Philippe Auguste avait épousé en secondes noces Ingeburge, sœur du roi du Danemark, Canute III. Il éprouva aussitôt pour cette princesse une aversion étrange et voulut la répudier. Réunis à Amiens, barons et évêques annulèrent le mariage. Comme Ingeburge en appelait à Rome, on l'enferma dans un monastère. De même, les légats envoyés par Célestin III furent internés à Clairvaux. Philippe Auguste épousa la Bavaroise Agnès de Méranie. À peine élu,
Innocent III envoya au roi des lettres de protestation. Le Saint-Siège ne peut laisser sans défense les femmes persécutées. La dignité royale ne peut vous mettre au-dessus des devoirs d'un chrétien. Voyant ces remontrances sans résultat, le pape jeta l'interdit sur la France le 14 janvier 1200. Exaspéré, le roi voulut en empêcher l'application. Mais le mécontentement des populations croyantes l'obligea à capituler. Il accepta de confier l'affaire au jugement d'une assemblée ecclésiastique. Le 7 septembre 1200, l'interdit fut levé. Au concile de Soissons, Philippe Auguste fit sa soumission, si bien que les évêques se séparèrent sans rendre aucun arrêt en 1201. La conversion pourtant n'était qu'apparente. Le roi fit subir à Ingeburge une nouvelle captivité et ne céda enfin qu'en 1213.